que vous pouvez connaître parfaitement la théorie de Lacan, mais dans votre pratique, on n'est pas avec une théorie dans la tête pendant que vous êtes avec votre patient. Il y a le psychanalyste est dans une position telle, bon, c'est la clé à partir de Freud, attention flottante, neutralité, mais surtout, comme dit Lacan, oublier la théorie et entendre, écouter la parole qu'on est en train de, pas dire qu'elle flotte, la parole est là, parce que le patient est poussé par la parole. Quand il parle, et surtout dans un transfert, évidemment, et on est poussé par la parole et on dit beaucoup plus de ce qu'on croit qu'on dit. Et alors c'est là où il y a un espace, une marge pour que l'analyste travaille. Et alors, bon, après, on va voir, d'après la théorie de Lacan ou de Freud, parce que ce qui avance Lacan en mettant l'accent, parce que Freud aussi a parlé de ça, c'est la parole, le langage. Ça veut dire l'inconscient est structuré comme un langage et c'est ça qu'on est porté par la parole. Si je dois répéter tout ce que je viens de dire, jamais je vais le faire de la même façon. C'est ma parole qui me porte. Et donc, j'ai commencé ce séminaire et j'ai fait un peu l'historique parce qu'on ne peut pas comprendre les choses, évidemment, si on ne les situe pas dans un contexte et ce qui a précédé ce contexte. Donc, pour parler de la jouissance maternelle, pour les désirs maternels, et j'ai commencé à parler des femmes, justement des femmes psychanalystes. Et donc, évidemment, Mélanie Klein, c'est la première personne qui vient à la tête de tout le monde, mais avant de Mélanie Klein, il y avait une psychanalyste, c'est seulement dans les années 20 que les femmes ont commencé à avoir une parole, ont commencé à faire des articles, à écrire des livres, mais c'est qu'à partir des années 20, vous savez, c'était un cercle justement très machiste, les cercles freudiens, c'était un groupe viennois. En 1904, ça a commencé. Je vous parle de 1920. C'est 16 ans, 15 ans qui se sont passés. Et seulement à partir de 1920, il y a des voix des femmes qui se font entendre. Vous savez qu'à cette époque-là, même on ne pouvait pas faire des études à l'université. Les femmes, c'était le début du XXe siècle, la fin du XIXe, c'était des moments historiques où pas partout, dans la bourgeoisie, on voit les cercles de Virginia Woolf et tout ça. Non, mais en général, les femmes sont en deuxième plan par rapport aux hommes, autant dans la recherche que dans tous les niveaux. Bon, enfin, je ne vais pas me perdre, mais ce que j'ai voulu dire, que j'ai parlé de cette femme psychanalyste Helmut, parce qu'en fait, c'était la première et en tant que femme, probablement, qui s'est occupée des enfants, mais avec un destin tragique. Elle s'appelle Helmut, Madame Helmut, et c'était une femme que Freud a connue probablement en 1906-1908. Et cette femme avait adopté un neveu parce que sa sœur est morte, il a pris ce bébé. Bon, c'est très fameux ce cas, c'est très fameux parce que ce bébé, que c'était son neveu, a tué sa tante. Parce qu'il l'a tué, c'est un enfant, on ne sait pas, je ne peux pas dire. Il a décrit les cas, Madame Helmut, les cas de son propre neveu, avant qu'elle meure, évidemment, mais après, ce sont les autres. Et Freud a protégé cette femme, parce que Freud avait fait un prologue dans le livre de Madame Helmut, parce que Freud s'est intéressé beaucoup à la façon où elle travaillait avec les enfants. Donc, tout ça pour vous dire que
et ces femmes ont eu beaucoup de détracteurs parce que vous vous imaginez que son propre patient, et en plus son neveu, et en plus le fait qu'à l'époque, les analystes analysaient ses propres enfants. Ses propres enfants. C'est pour ça qu'elle a osé analyser son neveu. Freud avait analysé Anna, vous savez, Anna Freud. Donc, c'était pas la première et non plus la dernière, parce que Mélanie Klein elle-même aussi a analysé son fils. Elle a eu 3 enfants et a aussi analysé son fils. Il y a un de ses fils, pas celui-là, qui s'est suicidé. Mais pour vous dire que les femmes psychanalystes sont les premières qui se sont occupées des enfants. Et donc, du coup, on a commencé à parler de Mélanie Klein, parce qu'elle s'est dit la première psychanalyste d'enfants, celle qui a découvert qu'il faut, avec les jeux, travailler avec l'enfant. On ne peut pas travailler de la même façon qu'avec les adultes. On passe par les jeux, par les dessins. Eh bien, tout ça, c'est Madame Helmut, en fait, c'est de rendre hommage, malgré les drames, qu'elle a été la première femme qui a inventé, parce que c'est absolument une invention. Freud, quand il a analysé les petits Hans, c'était à travers les pères des petits Hans. Il a eu 2 fois une rencontre avec Juanito, les petits Hans, mais c'est elle, Madame Helmut, qui a inventé ces théories. Bon, Mélanie Klein, donc, c'est une autre histoire. Et on a commencé à parler de l'Édipe. Qu'est-ce que c'est l'Édipe? L'Édipe chez Freud, l'Édipe chez Mélanie Klein. Et comment Lacan vient à la fin, et vous allez voir, mais on va les voir beaucoup plus tard, comment il les rend presque naïfs. L'Édipe, les complexes d'Édipe, tel quel Freud, pas Mélanie Klein, tel quel Freud l'avait avancé. Il dit que ça s'est prêté à la psychologisation, et c'est vrai que partout on parle de l'Édipe, dans tous les revues, des vulgarisations, on parle de l'Édipe, même mes petits-enfants parlent de l'Édipe tranquillement. C'est psychologisé, a perdu un peu, même si ça reste universel. Ça reste universel, les complexes d'Édipe. Mais il n'a pas une place centrale dans la théorie psychanalytique. Bon. Donc, aujourd'hui, j'ai pensé que pour préciser bien les choses, j'allais parler d'Édipe chez Freud, d'Édipe chez Mélanie Klein, pour que vous voyez bien la différence. Mais mon sujet fondamental, c'est la jouissance, mais on ne peut pas parler de la jouissance. Quand vous lisez et quand vous entendez les patients, et si vous accentuez par où passe la jouissance de la personne qui est en train de vous parler, et c'est un discours complètement différent que si vous parlez de comment Freud voyait les processus édipiens, parce que c'est un processus. Ce n'est pas quelque chose lié au refoulement, ce n'est pas quelque chose qu'on refoule. C'est un processus, l'Édipe, qui advient pour Freud entre l'âge de 3 ans et 5 ans, vers 6 ans, on liquide, on disait comme ça à l'époque, on liquide l'Édipe. Ça veut dire que normalement, on résout, on surmonte cette étape. Je me demande qui. Moi, je n'ai pas encore surmonté totalement mon Édipe. Je me demande qui est sa maman, la maman, qu'est-ce que c'est la maman, qu'est-ce que c'est les papas, et tous les problèmes qu'il y a chez les consorts à cause des papas et des mamans, de la compagne. Vous avez envie d'aller déterrer la mienne? Aussi de la tienne, de ta maman, oui. Et donc, l'Édipe, je vous répète, mais je ne sais pas si ça vous intéresse, parce que ça intéresse une personne qui m'a dit que malheureusement aujourd'hui ne pouvait pas venir, mais on avait décidé qu'on allait parler donc de l'Édipe chez Mélanie Klein, et sinon on peut passer directement à la jouissance. Mais bon,
c'est une autre façon de se situer en psychanalyse, mais comme je viens de vous dire, l'histoire de comment la psychanalyse se constitue est très importante. Et dans l'histoire de la psychanalyse, il y a Freud, il y a Mélanie Klein, et c'est vrai que Lacan s'est beaucoup inspiré de Mélanie Klein. Même s'il appelait la tripière, je ne me souviens plus que les noms terribles que Lacan lui avait donnés, parce qu'apparemment elle était, avec les enfants, un peu comme brutale, disons, un peu directe, et différemment à Anna Freud, qui aussi s'occupait des enfants. Vous voyez, presque toutes les femmes, parmi les analystes qui s'occupent des enfants, il y a beaucoup de femmes. Il y a aussi Winnicott, bien entendu. Il y a aussi Ferenczi, que Freud l'a critiqué pour ses côtés maternels, féminins, justement, de Ferenczi. Mais en général, ce sont les femmes qui s'occupent des enfants. Moi-même, je me suis occupée pas mal des enfants. Alors, donc, Freud établit que, dans l'observation qu'il fait des enfants, que les petits garçons tombent amoureux de la mère et se met en rivalité avec les pères. Il est dérangé quand les pères s'occupent trop de la maman. Bon, tout ça, ce sont la façon d'avancer qu'a Freud. Et déjà en 1897, pour Freud, la psychanalyse commence en 1900 avec les rêves, l'interprétation des rêves. Mais déjà en 1997, il avait écrit à Fliss que c'était son ami de l'âme, son ami avec les intellectuels et ami de la vie quotidienne. Et déjà, il avait avoué que cette attraction pour sa mère qu'il y a eu quand il était petit, et c'est avec Fliss qu'il commence à parler de la tragédie de Sophocle, Édipe roi. Pourquoi les publics se sentent tellement affectés en voyant cette pièce. Et vous savez, une parenthèse, ça n'a rien à voir avec ma vie privée, mais je suis allée voir Édipe avec un homme qui était très fragile. Et bon, on est allé voir cette pièce, il s'est suicidé le lendemain. Jamais je vais oublier cette histoire. Pour vous dire que ce qu'avait dit Freud, que c'est vrai que chacun de nous, et surtout si on est fragilisé quelque part, et c'est un homme très très connu parce que c'était le fils des propriétaires de l'équipe, Laurent Godet s'appelait. Mais pour vous dire que ce que dit Freud c'était un grand observateur. Hein? Et au-delà de l'oreille que justement les hystériques lui ont demandé d'ouvrir. Mais c'était un homme, je vous dis, déjà dans les années 95, il y a un texte qui s'appelle L'Entouf, Introduction à la psychologie scientifique. C'est incroyable, mais si vous lisez ce texte, presque toute la théorie que Freud va développer après, les points essentiels sont indiqués déjà. Pour vous dire que c'était un type, c'était un grand scientifique, mais c'est un type très, très observateur, que ça lui a permis d'inventer la psychanalyse. Hein? Parce que tout le monde voyait que les enfants ont une certaine sexualité, mais personne a édifié, a monté une théorie là-dessus. L'inconscient, la sexualité infantile, bon, c'est tout ça que c'est l'invention freudienne. Bon. Donc, les complexes freudiens, alors, il va séparer les complexes édipiens. Et Freud va séparer, et c'est là où, la dernière fois, on m'a demandé d'approfondir un peu Mélanie Klein. Et
pour Freud, donc, il y a une différence entre les garçons et la fille pour la question des processus édipiens, parce que la fille, les garçons va rentrer et va liquider cet Édipe par la castration. Ça veut dire quand les pères arrivent à imposer la loi d'interdiction d'inceste avec la mère et des parricides, de ne pas tuer les pères, sont tous des grands mots pour signifier que les petits enfants, dans sa jalousie, il doit pouvoir accepter la loi du père, c'est tout ça que Lacan va appeler la métaphore paternelle, et rentrer dans les jeux familial et social, mais seulement en liquidant cet Édipe, en liquidant cette agressivité vers les pères, mais qui n'est pas seulement agressivité. Justement, Freud sépare l'Édipe chez les garçons et l'Édipe chez la fille. Et chez les garçons, il se présente de deux façons. C'est là où Pommier insiste. Pommier insiste dans la deuxième façon. Une façon, c'est... je préfère vous lire pour ne pas trop m'éloigner. Au début, chez Freud, il n'y a pas une différence claire entre la position de la fille et celle du garçon. Seulement en 1920, Freud articule les complexes d'Édipe au complexe de castration. Avant, il parlait de la petite histoire que je viens de vous raconter. Mais seulement à partir de 1920, quand il change complètement son orientation conceptuelle avec la pulsion de vie et la pulsion de mort, c'est là où il va articuler les complexes d'Édipe au complexe de castration. Et de cette façon, il brise la relative symétrie entre l'Édipe masculin et féminin et donne une véritable dimension à la théorie analytique. Mais cette différence dans les parcours psychiques des garçons et de la fille ne doit pas faire oublier que chez les garçons, comme chez la fille, le premier objet d'amour, c'est la mère. Et c'est ça, tout mon séminaire va autour de cette phrase, justement. Autant chez les garçons que chez la fille, évidemment, le premier objet d'amour, c'est la mère. C'est pour ça que Lacan parle de métaphore. On passe d'une toute puissance maternelle dans son rapport à son bébé seulement, et à la loi, à la séparation que le père doit faire entre la mère et ses bébés. Bon, et donc, chez les garçons, l'Édipe se surmonte par le complexe de castration, par la peur de subir la fameuse menace de castration. Alors, c'est ça que j'allais vous dire. Il se décompose cette processus chez les garçons, il se décompose en un versant positif, comprenant les désirs pour la mère et la rivalité vis-à-vis du père. L'enfant est jaloux de l'attention que le père porte à la mère, mais aussi les versants négatifs qui concernent la position féminine adoptée par les garçons à l'égard de son père qu'il aime et dont il reconnaît la puissance. Pour conserver cette relation affectueuse, il reste passif. C'est toute la problématique de Gérald Pommier en féminin et pour les enfants. Cette double polarité renvoie à la bisexualité originaire. C'est ça. C'est ça qu'on disait au début de toutes nos paroles. Les garçons se soumettent à la loi et renoncent à sa mère. Ils tentent d'avoir cet attribut phallique en s'identifiant au père et en projettent son autorité et sa virilité. Bon, cette identification secondaire, parce que d'abord il y avait l'identification au phallus maternel inexistant, hein. Ça c'est une identification secondaire au père, constitue le noyau de surmoi. Bon, vous savez que Freud avait parlé des trois stades, oral,
anal, génital et phallique. Donc, les complexes d'Édipe se passent dans la phase phallique et la névrose va découler de la non-suppression du complexe d'Édipe, de la non-liquidation du complexe d'Édipe. C'est ça qui génère une névrose. Donc, on est tous à peu près névrosés, à peu près, à grand degré ou petit degré. Bon, par contre, chez la fille, c'est d'une façon différente, parce que ce n'est pas pour la voie de castration, parce que la fille sait qu'il n'a pas ce qu'elle souhaite. D'emblée, il le sait. Et savoir d'emblée qu'il n'est pas comme les petits garçons suscite une espèce d'inhibition, c'est comme ça que parle Freud, des sentiments d'infériorité. Les mouvements féministes tendent à s'opposer à cette position de Freud. C'est là où les féministes... Il y a plusieurs types de mouvements féministes. C'est très multiplié, les différentes orientations des femmes, des féministes, des mouvements féministes. Mais il y a celui-là qui s'oppose à Freud, parce que la femme, il y a par rapport à l'homme comme un sentiment d'infériorité, et qu'elle essaye de compenser dans l'imaginaire. Elle sait qu'elle ne l'a pas, mais elle veut l'avoir. C'est le fameux envie de pénis dont parle Freud. Que c'est justement l'envie de pénis dont parle Freud, c'est ça l'obstacle qu'il trouve dans toute analyse. Freud est très pessimiste à la fin de sa vie, tout ça c'est en 1927, je crois. Mais il dit que l'obstacle qui se présente à l'avance présente pour la fin d'une analyse, c'est justement cette envie des pénis qui c'est pas seulement chez la femme, mais aussi chez l'homme. Parce qu'au fait, on ne parle pas des pénis. Quand on dit pénis, avant on traduisait comme ça. C'est les phallus. Les phallus, ce n'est pas les pénis. Les phallus, c'est les pénis en érection. C'est les moments, c'est ça qui est fantasmé autant pour l'homme que pour la femme. Parce que l'homme n'est pas tout le temps en érection, mais c'est ce qu'il veut. L'homme, sa virilité passe par là. Disons, dans la conception freudienne. Et pour Freud, le roc de la castration, ça s'appelle la castration. C'est un roc. C'est pourquoi la castration? Parce que tous les deux veulent les phallus. Et aucun des deux, là, personne n'a les phallus. C'est une question symbolique. Le roc de la castration signifie cette envie, autant de l'homme que de la femme, du phallus. Bon, tout ça, c'était pour vous raconter un peu l'Édipe d'après Freud, pour vous rappeler, parce que bon, c'est bien connu cette histoire, et pour parler de passer à Mélanie Klein, que Mélanie Klein, qui a rencontré Freud en 1917, c'était une femme très fragile. C'est ça qui est impressionnant. C'est une femme très fragile, mais avec une force incroyable. Pourquoi très fragile? C'est une femme qui a été... Sa mère était très autoritaire et conduisait pas mal sa vie. Et je ne connais pas l'histoire de Mélanie Klein, mais ce que tout le monde sait, c'est que c'est une femme qui tombait dans des périodes mélancoliques et qu'elle devait aller faire des cures, comme on faisait à l'époque, dans des maisons de repos, dans des piscines, je ne sais pas de l'époque, dans des lieux tranquilles. Et c'est la maman qui s'occupait de la fille de Mélanie Klein. Bon, tout ça pour vous raconter que d'une femme qui était si fragile, elle est venue une femme très puissante. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a eu comme une guerre entre Mélanie Klein et Anna Freud, parce que tous les deux avaient été élèves de cette femme, Helmut, qui a été trucidée, on dit, par son évêque. Mais sont devenus des ennemis. Il y a eu
avant et pendant la Deuxième Guerre mondiale, une controverse de Mélanie Klein et Anna Freud. Et moi, j'ai lu toutes ces controverses. Et c'est incroyable comment Mélanie Klein organisait tous les débats, toutes les discussions autour de comment elle organisait très bien pour pouvoir entretenir avec fermeté et soutenir avec fermeté la théorie qu'elle avançait. Tout ça pour vous dire que la théorie qu'elle avance, c'est de dire que l'Édipe, c'est pas comme Freud le pensait à partir de l'âge de 5 ans à peu près, et que c'est liquide à peu près 6 ans, 7 ans. Non, elle avance qu'il y a un Édipe beaucoup plus, qui précède, beaucoup plus, très archaïque, à l'état du bébé. C'est impressionnant la théorie de Mélanie Klein. Et je la connais très bien parce qu'en Argentine, a eu beaucoup de succès. Tout le monde était kleinien. Moi, j'étais formée par les kleiniens. Et qu'est-ce que c'est cette théorie de l'Édipe? Elle n'a pas que la théorie de l'Édipe, Mélanie Klein. Surtout, elle a travaillé beaucoup la psychose. Et avant de vous raconter ça, dans l'Édipe, selon Mélanie Klein, qui est différent de celui de Freud, pendant ces controverses, une des pires ennemies de Mélanie Klein, c'était la fille à elle-même, Melita Schmidberg. Je prononce mal les noms allemands, Schmidberg, c'est le nom de son mari. Et c'était deux femmes, surtout Melita, contre sa mère. C'était l'exemple top d'un Édipe pas résolu. C'est qu'autant Freud et Mélanie Klein voulaient faire, liquider l'Édipe, mais chez Mélanie Klein, non. Eh bien, je vais vous raconter maintenant comment c'est cette fameuse Édipe kleinien de Mélanie Klein, parce que elle, et ça je peux vous parler pas seulement par la théorie, mais par la pratique, parce que j'étais, excusez-moi de parler de moi, mais il faut subjectiver parfois les choses. J'ai subi des analyses de kleiniens. Et après, quand je suis arrivée en France, j'ai rencontré sans le savoir de Lacanien. Et bon, après, je suis devenue Lacanien. Mais le problème maximal de la pratique kleinienne, c'est pas tellement ce qu'elle dit, parce que c'est une observation incroyable. Mélanie Klein commençait à observer les bébés. Mais elle observe quoi? Elle observe les symptômes du bébé. Mais elle va expliquer ces symptômes pour toute une théorie d'une fantasmagorie archaïque. Donc, elle avance des choses impressionnantes et que néanmoins, on peut, avec la pratique des enfants, on peut constater qu'il y a quelque chose de vrai dans ce qu'elle dit. Mais ce qu'elle dit par rapport à expliquer quelque chose, à décrire quelque chose, à décrire. Par exemple, je vous donne un exemple, que la petite fille a, comment dire, elle a conscience qu'elle a un vagin, elle a conscience qu'elle a quelque chose, et moi je crois que ça c'est vrai. Parce que pour Freud, non. Pour Freud, il pense que le clitoris pour la petite fille, c'est comme un petit pénis. Et moi je suis absolument persuadée que non. Pas tout le monde, chacun est différent, mais beaucoup de petites filles sont conscients que nous avons une autre chose, à part des clitoris. On a un sexe qui n'est pas comme celui de l'homme. Bon, ça c'est une des grandes différences entre Mélanie Klein par rapport à l'Édipe féminin. Mais je vais aller en ordre pour ne pas me perdre. Parce que le plus important chez elle, c'est qu'elle va analyser tout par rapport au fantasme. Mais comment on peut faire parler un bébé?
c'est elle qui explique les symptômes parce qu'elle imagine, elle voit l'angoisse des enfants parce qu'elle s'est occupée des enfants de très très bas âge. Enfants, on dit avec I, celui qui ne parle pas, les enfants. Ils ont... il a travaillé, les cas les plus fameux de Mélanie Klein, c'est les cas Dick. Je ne sais pas, Lacan parle beaucoup de ces cas. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un enfant psychotique de 5 ans. Mais ce qui est impressionnant, c'est pour ça qu'on l'appelle la tripière, parce que de ces tripes, il s'identifie à l'angoisse du bébé et il imagine les fantasmes horribles qu'il doit avoir ces bébés, terrorifiants, pour pouvoir, parce qu'il y a des bébés qui sont très malheureux. Pas tous les bébés sont maintenant, bon, on a beaucoup changé les rapports avec les bébés, on a une autre approche justement grâce à la psychanalyse, mais à son époque il imaginait les fantasmes des terrifiants des peurs de la mère, des peurs du papa, des deux. Eh bien, vous savez, vous pouvez comprober, on dit, vous pouvez constater ça par les rêves que vos patients vous apportent. Je me souviens beaucoup de certains rêves de certaines femmes, par exemple, il y avait une fille qui apporte un rêve où elle descendait dans des tunnels, des choses terrifiantes. La patiente qui rêvait ça. Et après, dans les associations qu'elle apporte, sans s'apercevoir, elle commence à parler de sa maman et tous les avortements que faisait sa mère, qui avait fait sa mère. Donc, ces cauchemars qu'elle a apportés, moi, je me suis dit, mais voilà, c'est ça dont parlait Mélanie Klein. Il y a des choses terrifiantes du bébé, mais qu'après, dans l'état adulte, quand il pourra parler, autant le garçon que la fille, il peut en déduire toute cette fantasmagorie par laquelle elle a créé une théorie. Je vais vous lire pour ne pas... D'abord, mais on va passer ça. J'avais apporté comment elle analyse son fils. Il y a un fils qui s'appelle Eric, il avait 5 ans. Il a fait l'analyse d'Eric et elle l'a fait public. Elle a écrit un article qui présente à Freud et qui lit sur l'analyse qui a suivi de son fils. Mais je vous dirai ça après. Maintenant, j'aimerais, pour pouvoir être plus précise, vous lire et de quelle façon approche l'enfant Mélanie Klein à travers les fantasmes, qu'elle veut faire quoi? Parce que c'est elle qui imagine ces fantasmes. Les bébés ou les petits garçons de 2-3 ans ne parlent pas de ça. Mais ils les parlent, d'après elle, à travers les dessins. Et Dolto a travaillé aussi beaucoup ça. Il a travaillé beaucoup avec les dessins des petites filles, des petits garçons. Bon, c'est ça Mélanie Klein, ça veut dire, je ne sais pas d'où il sort cette fiction des fantasmes horribles, mais elle pense qu'il y a une thérapie, une technique des enfants appropriée pour que l'enfant puisse symboliser cette terreur nocturne. Cette erreur fantasmatique de l'enfant, à travers les dessins, à travers les jeux. Et il a inventé tout un dispositif que vous connaissez peut-être quand on travaille avec les enfants, avec des jouets, des petites maisonnettes, des choses. Et c'est en jouant avec l'enfant et en lui faisant parler que cet enfant peut arriver à symboliser. Symboliser, ça veut dire quoi? À pouvoir exprimer en parole toutes ces horreurs. C'est la façon de surmonter pour elle, pour Mélanie Klein. Aujourd'hui, on travaille
pas mal encore avec des enfants de cette façon-là, mais ça dépend si c'est dans les privés, si c'est dans les CMPP. Maintenant, on travaille avec tous ceux qu'on a reçus des différents analystes qui nous ont précédés, évidemment. Alors, donc, les manifestations du complexe d'Édipe apparaissent très très tôt, avant l'âge de 3 ans, et deux sortes de preuves attestent ça, d'après Mélanie Klein. L'analyse des symptômes qui apparaissent au cours de la première année révèle l'existence concomitante des fantasmes, d'angoisse et des mécanismes de défense. Ça, c'est un élément, c'est les symptômes des petits-enfants. Une grande partie de ces fantasmes est sous-tendue par des tendances prégénitales. Et c'est l'appel prégénital, l'effet justement, parce que pour Freud, on liquide l'Édipe à l'étape génitale, mais non, pour elle, tout ça, c'est beaucoup plus avant. Et que signifie la présence d'une configuration triangulaire caractérisée par l'exclusion, la rivalité et les désirs de meurtre. Vous vous rendez compte, pour un bébé, tout ça, toi qui tiens les bébés. Bon, qui remonte au stade oral, sont des stades précoces du conflit édipien. Mélanie Klein en conclut que la violence du complexe d'Édipe entraîne un sentiment de culpabilité et, par conséquent, la formation du surmoi dans des stades très précoces du complexe d'Édipe. Ça veut dire que pour Mélanie Klein, les surmois, pour Freud, les surmois, c'est une fois que vous liquidez l'Édipe, que vous arrivez à vous aliéner par rapport à votre père, à votre mère, à rentrer dans la société. Et pour elle, les 6 mois n'arrivent pas vers 6 ans. Très, très, très tôt, il y a déjà 6 mois chez les petits bébés. Que c'est la façon qu'a les bébés aussi de se défendre de toute cette agressivité fantasmatique. Les imagos terrifiants des stades initiaux des complexes d'Édipe qui imprègnent les scènes primitives sont à l'origine d'une vision grave du développement intellectuel. Les fantasmes primitifs sont très différents de ceux qui caractérisent les stades ultérieurs des complexes d'Édipe. Dans ces phases initiales, les objets édipiens, bons ou mauvais, vous savez, pour les bébés kleiniens, si on peut l'appeler comme ça, la mère a un objet mauvais et un objet bon. On faisait beaucoup de blagues là-dessus, parce qu'il y a le sang qui est bon et le sang qui est mauvais. On n'a pas deux sangs pareils. Pour les petits bébés, cette conception de cette double édipien est si particulière que Mélanie Klein invente le terme de figure des parents combinés, parce qu'au fait, tous ces fantasmagories, et ça aussi, je peux vous parler d'expérience, des enfants qui nés d'une façon persistante, sont témoins d'actes sexuels entre les parents. Il y a, surtout chez les femmes addictes, quand ils sont drogués, parfois ils s'exposent dans des moments érotiques devant les bébés. C'est terrible pour un enfant. Et ça, c'est vrai, et ça fomente, ça stimule.